Bienvenue à Sous le bandeau express, présenté par 450.fm. Le concept est simple, hein, une petite dose quotidienne d'infos maçonniques, facile à écouter, direct. Et aujourd'hui, on plonge dans une histoire assez riche, celle de la Grande Loge de l'État de Nuevo León au Mexique. Ils fêtent leurs 120 ans, c'est un bel âge. Ah oui, 120 ans, c'est marquant. Pour en parler, on s'appuie sur un article d'Alice Dubois, paru sur 450.fm. Elle-même se base sur des infos du média mexicain Detona.com. L'idée, c'est de comprendre un peu les origines, les défis aussi, et puis ce que ça signifie aujourd'hui, cette institution. Tout à fait. Alors, 120 ans, on l'a dit, la date clé, c'est le 24 juin 1905. C'est là qu'ils ont reçu leur charte de la Grande Loge de Veracruz. D'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est qui était derrière tout ça, non? L'article parle beaucoup du gouverneur de l'époque. Exactement, Bernardo Reyes Ogazon. C'est vraiment la figure centrale de la fondation. Et quelles étaient ses motivations, d'après l'article? Mais très typique de la fin du 19e siècle, en fait. C'était beaucoup lié à la politique, à l'exercice du pouvoir. Reyes, c'était pas n'importe qui. C'était un militaire, un homme politique très influent. D'ailleurs, certains le voyaient comme un possible successeur du président Porfirio Díaz. Ah oui, carrément. Donc, créer une grande loge, c'était aussi une façon de renforcer son réseau, son influence. Voilà, c'est ça. Structurer un réseau, asseoir son pouvoir. C'était assez courant à l'époque, ce lien entre franc-maçonnerie et politique. Et j'imagine que son influence a dû aider à fédérer les choses. Parce qu'il y avait déjà des loges avant, non? Oui, l'article mentionne la loge Felipe Naranjo de 1880, et même une loge Union, que Reyes avait fondée en 1890, mais qui n'avait pas tenu. D'accord. Donc oui, son poids politique a sans doute permis de rassembler, de dépasser peut-être des anciennes querelles ou des inerties pour créer cette nouvelle grande loge unifiée. Mais 120 ans, ça n'a pas dû être un long fleuve tranquille. L'article parle d'épreuves. Ah non, loin de là. Hum. C'est jamais simple sur une aussi longue période. Il y a eu des moments très difficiles. Comme cette période entre 1909 et 1917. Ah, exactement. C'est une période critique. D'abord, Reyes quitte l'État en 1909. Donc l'institution perd son parrain, son protecteur principal. Ça a dû fragiliser, oui. Et puis surtout, il y a la révolution mexicaine qui éclate. Là, c'est le chaos dans tout le pays. Pour une organisation comme la maçonnerie, souvent liée aux élites, c'était une véritable épreuve du feu. Le fait qu'elle ait survécu à tout ça, c'est assez impressionnant. Ça montre une certaine résilience. Tout à fait. C'est cette persistance, cette capacité à traverser les tempêtes qui est remarquable. Et c'est un peu ça qui célèbre aujourd'hui, j'imagine. Oui, sous la direction de l'actuel grand maître Héctor Emmanuel Arredondo Morales. D'ailleurs, le programme des célébrations pour les Saint-20 ans avait l'air assez complet. Oui, ils ont mis les petits plats dans les grands, on dirait. Ça a commencé mi-juin, le 19, avec une exposition de portraits. 120 personnages de la franc-maçonnerie. Ah, intéressant. Qui avait-il Très variés. Des figures locales importantes, comme le général Escobedo ou Reyes lui-même, bien sûr, mais aussi des noms connus internationalement. Churchill, Mozart. Ah oui, même Mozart. Oui, et même des personnalités comme Servando Teresa de Mier, qui n'était pas maçon mais partageait certains idéaux. C'est un choix assez large, qui montre une volonté de s'inscrire dans une histoire plus vaste, intellectuelle, humaniste. C'est une belle ouverture. Et il n'y avait pas que l'aspect artistique, il y avait aussi de la réflexion historique. Oui, les 20 et 21 juin, ils ont organisé le 4e congrès national sur l'histoire de la franc-maçonnerie, avec un thème précis. Les grands maçons et leur contribution à la société. Sérieux donc? Oui, avec des historiens reconnus comme Héctor Jaime Trevino Villarreal. Ça montre une volonté d'analyser sérieusement l'impact de la maçonnerie dans l'histoire mexicaine. Et le programme regardait aussi vers l'avenir, avec un événement pour les jeunes et surtout l'ouverture d'un musée. Ah oui, le musée maçonnique de Monterrey. L'article dit que c'est incontournable. Ça, c'est un geste fort. C'est clair, créer un musée, c'est ancrer l'histoire dans la pierre, la rendre accessible. Exactement. C'est une façon de partager cet héritage au-delà du cercle des initiés, de s'affirmer dans le paysage culturel. Et puis bien sûr, le point culminant, ça a été le 24 juin, le jour J de l'anniversaire de la charte. L'article termine sur une jolie phrase. Les francs-maçons du Nuevo León font partie de l'histoire de l'État et ils continuent de faire l'histoire. Ça résume bien, je trouve.
C'est une très bonne synthèse. Oui, ça montre bien ce parcours vital. Des origines très politiques, une traversée des crises, et aujourd'hui une présence qui est aussi culturelle, mémorielle. La continuité est là, mais la manière d'être présent dans la société a sans doute évolué. Ça amène à réfléchir quand même. Comment une institution qui est née, en partie, d'ambition politique il y a plus d'un siècle, arrive à se réinventer, à trouver une pertinence aujourd'hui en mêlant son histoire et son action culturelle. C'est peut-être ça une des clés pour durer. Un grand merci à 450.fm pour leur collaboration. Nous tenons aussi à remercier notre commanditaire premium, BGH Consultant. Et si vous voulez discuter de ces sujets, échanger avec nous, n'hésitez pas à rejoindre notre groupe Patreon, patreon.com/sous le bandeau. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Sous le bandeau Express.